Bonjour à toutes et à tous. En cette nouvelle année, toute l'équipe de l'interview juridique du mois, émission qui vous est proposée par FDV TV en direct de l'Université Jean Moulin Lyon 3, est heureuse de vous présenter ses meilleurs vœux. Alors comme vous le savez, elle consiste en l'approfondissement d'un point de droit d'actualité par un spécialiste. Et ce mois-ci, c'est la procédure pénale qui a retenu notre attention, puisque depuis bientôt 2 ans, plusieurs textes, qu'il s'agisse de décisions de justice, qu'elles soient européennes ou nationales, de rapports, de projets de loi, sont venus renforcer les droits de la défense, alors tels que mentionnés à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il s'agisse de l'avocat, du droit au silence, et redéfinir également le contrôle par le parquet, qui n'est plus considéré comme une autorité judiciaire au sens de l'article 5 de la même Convention. Alors, pour nous entretenir à ce sujet, nous sommes ravis d'accueillir Monsieur Xavier Pin. Alors, vous êtes professeur à l'Université Jean Moulin Lyon 3 et également animateur de l'Institut Rhône-Alpin de sciences criminelles, alors l'IRASC, qui est, je vous cite, une structure de recherche fédérative regroupant principalement des chercheurs lyonnais, grenoblois et chambériens, et dont l'objet est de porter un autre regard sur le droit pénal et les sciences criminelles. Donc, Xavier Pin, bonjour. Bonjour Céline. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors l'usage veut que 3 questions vous soient posées. Alors je l'ai déjà rapidement évoqué. Ces 2 dernières années, plusieurs textes ont permis de redessiner les contours des droits de la défense dans le sens d'une meilleure garantie de ceux-ci. Alors qu'il s'agisse de jurisprudence européenne ou nationale, de rapports ou bien de projets de loi, les étapes sont visiblement nombreuses. Alors pourriez-vous peut-être dans un premier temps nous les rappeler tout simplement ? Oui, alors tout d'abord, je rappellerai que la garde à vue est le fait pour un officier de police judiciaire de garder à sa disposition une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction pour les nécessités de l'enquête. Il s'agit donc d'une mesure de contrainte, d'une mesure de recherche de la preuve, mesure de contrainte durant laquelle la personne va être auditionnée. Et du fait de cette contrainte, des garanties sont nécessaires. Et c'est justement là tout l'enjeu des bouleversements que vous évoquiez, c'est de savoir si, entre les droits de la défense et le droit à la liberté tel qu'il est garanti par la Convention de sauvegarde, et les nécessités de l'efficacité de la recherche de la preuve, si l'équilibre est tenu ou s'il doit être modifié. Alors c'est cet équilibre qui fait l'objet d'un bouleversement actuellement. Je ferai une observation de manière plus générale. Cet équilibre, voilà 20 ans qu'il est continuellement modifié en procédure pénale. Donc là, le phénomène n'est pas nouveau. Des pans entiers de notre procédure ont été réécrits pour que notre procès se rapproche du modèle du procès équitable. Et l'enjeu, c'est vraiment un choc peut-être de culture, choc entre une culture des droits de la défense, une culture de l'avocat, qui est une culture qui nous vient d'ailleurs, et puis une logique plus inquisitoriale, entre guillemets, d'efficacité policière, d'efficacité dans la recherche des preuves. Et chaque fois que l'on touche à cet équilibre, alors forcément, il y a des frottements, il y a des frictions. Mais ce qui est nouveau ici, c'est le caractère spectaculaire du bouleversement qu'on nous impose, puisque pas moins de 3 cours régulatrices se sont prononcées. Un auteur a parlé d'une rafale d'arrêts contre la garde à vue, et les choses ont été extrêmement médiatisées. Alors pour bien reprendre cette chronologie, je crois qu'il faut faire comme vous le faisiez, cette distinction entre les droits de la défense, à savoir principalement le droit à l'assistance de l'avocat et le droit de garder le silence pendant la garde à vue, et le contrôle par le parquet, par une autorité judiciaire, article 6, article 5. Alors sur les droits de la défense, le régime actuel de la garde à vue a été jugé insuffisant. L'avocat n'intervient que en début de garde à vue depuis 2000. En début de garde à vue pendant 30 minutes. C'est un entretien, c'est pas véritablement ce qui lui permet de préparer, d'organiser la défense. Et puis, le droit au silence n'est pas notifié. Alors, sur ce point, je ne sais pas s'il faut parler, comme certains auteurs l'ont dit, d'un requiem en 3 mesures. Je préfère plutôt l'image, finalement, du rasoir à 3 lames. Ça me fait penser à cette publicité dans laquelle le poil, on est sûr qu'il ne repousse pas. Alors, la première lame, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. On la voyait venir depuis 2008, 2009, les arrêts
salle d'use, Dayanan. Il y a eu en 2010 aussi un arrêt contre la Pologne, Adamkiewicz. Pour la Cour, l'équité de la procédure requiert l'assistance, l'intervention effective de l'avocat dès les débuts de la garde à vue, parce qu'il lui faut lui permettre de préparer, d'organiser sa défense. Et ce qui devait arriver arriva. La France a été condamnée le 14 octobre 2010, c'est l'arrêt Brusco, faute de garantie suffisante concernant le droit au silence ou le droit à l'assistance d'un avocat. Alors c'est un arrêt néanmoins dont la portée est limitée parce que il s'agissait en l'occurrence de censurer le fait qu'un témoin, pendant une instruction, lorsqu'il était placé en garde à vue, devait prêter serment. Or, ce dispositif a été réformé en 2004. Donc, arrêt que l'on a souligné comme étant la suite logique des précédents, mais qui, finalement, a une portée assez limitée. En revanche, la deuxième lame, la plus aiguisée, si on peut dire, c'est la décision historique, la décision dite QPC du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010. C'est une décision très médiatisée qui est certainement la plus emblématique de cette nouvelle procédure que sont les questions prioritaires de constitutionnalité. Une décision pilote par laquelle le Conseil constitutionnel a jugé inconstitutionnel notre dispositif, l'article 63-4 notamment, parce qu'il ne permet pas de bénéficier, je cite le Conseil constitutionnel, de l'assistance effective d'un avocat et de recevoir la notification de son droit au silence. Et ce qui est plus remarquable, et on y reviendra certainement, c'est que le Conseil constitutionnel, à ce moment-là, a reporté dans le temps les effets de l'abrogation des dispositions, puisque il a dit en quelque sorte, pour laisser du temps aux législateurs, reportons au 1er juillet 2011. Alors, notons également qu'entre-temps, le Conseil constitutionnel a scellé le sort des retenues douanières, qui sont des gardes à vue encore plus dérogatoires, si on peut dire, aux libertés individuelles, dans une décision passée plus inaperçue du 22 septembre 2010. Enfin, troisième lame, ou coup près final, si vous voulez, coup de grâce. La Cour de cassation en formation plénière de la Chambre criminelle, par 3 arrêts du 19 octobre 2000, donc c'est-à-dire 5 jours après l'arrêt Brusco, on a le sentiment qu'il y a une sorte de dialogue entre les cours régulatrices. C'est une décision qui s'aligne sur la jurisprudence européenne et qui, au passage, règle le sort des gardes à vue dérogatoires du droit français, puisque ces gardes à vue, notamment dans lesquels l'intervention de l'avocat est reportée dans le temps, la Cour de cassation dit qu'il faut des raisons impérieuses pour le report du droit à l'assistance d'un avocat, qui ne doivent pas être liées à la nature de l'infraction, mais aux circonstances de l'espèce. Et là encore, la Cour de cassation reporte dans le temps les effets de sa jurisprudence. Alors, au nom, dit-elle, de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice, au 1er juillet 2011, cette jurisprudence devrait devenir effective. C'était sur le premier point. Sur le second point, sur le contrôle de la garde à vue par le parquet, alors la question est plus délicate. Et là, je pense que c'est peut-être qu'une double lame, en tout cas pas une triple lame. Autrement dit, je ne suis pas certain que le glas du parquet soit sonné. Le poil peut peut-être repousser. La censure est plus discrète. L'enjeu, c'était, là encore, oui ou non, le parquet est-il un magistrat qui, tel que le désigne l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire apte à contrôler une privation de liberté. Bien, la Cour européenne des droits de l'homme, c'est le premier temps, a décidé, dans un arrêt du 20 novembre 2010, c'est l'arrêt Moulin, que notre parquet ne répond pas aux exigences d'indépendance à l'égard du pouvoir d'exécutif. Donc, il n'est pas un magistrat au sens de l'article 5, paragraphe 3. Et en l'occurrence, n'avait pas non plus été respecté le délai pour présenter à un magistrat. Un délai que l'article 5, paragraphe 3 ne définit pas vraiment. Il s'agit d'une présentation... C'est une mesure à peu près d'habeas corpus, d'une présentation dans une stricte limite de temps. Et au maximum, c'est 3-4 jours. En l'espèce, la prévenue avait été traduite devant le magistrat du parquet 5 jours après
son première interpellation. Alors, là, c'est intéressant cette décision parce que on a pour le Conseil constitutionnel, il l'a rappelé le 30 juillet 2000, le parquet c'est une autorité judiciaire au sens de l'article 66, donc garant des libertés individuelles, mais pour la Convention européenne des droits de l'homme, ce n'est pas un magistrat au sens de l'article 5. Et la Cour de cassation, c'est le deuxième temps, a suivi, puisqu'elle a peut-être même un peu dépassé l'arrêt Moulin dans un arrêt assez récent du 15 décembre 2010, en affirmant, je cite, que c'est à tort que la Chambre de l'instruction a retenu que le ministère public est une autorité judiciaire au sens de l'article 5, paragraphe 3. Donc elle va plus loin que le Conseil constitutionnel qui disait c'est une autorité judiciaire qui ne se prononce pas sur le fait que c'est peut-être pas un magistrat. Alors, on laisse là ces débats juridiques, mais le disant, elle marque son particularisme. Il ne présente pas, reprend-elle, les garanties d'indépendance et d'impartialité reprises par le texte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en l'occurrence, il n'y a pas eu de censure, car le demandeur avait été libéré à l'issue d'une période de privation de liberté, d'une durée qui était compatible avec les exigences européennes. Et c'est peut-être là un échappatoire, parce que la plupart des gardes à vue françaises de droit commun ne dépassent pas les 3 ou 4 jours qui font que on devrait présenter un magistrat du siège, finalement, la personne interpellée. D'accord. Donc, au final, qu'en est-il de l'état actuel du droit? Parce que si je comprends bien, au moins pour une partie, le monde juridictionnel va devoir composer avec une procédure inconstitutionnelle et au moins jusqu'au 1er juillet 2011. Oui, alors l'état du droit est pour le moment curieux, parce que s'agissant donc des droits de la défense, l'avocat et le droit au silence, eh bien, on doit se contenter de 2 dépêches de la chancellerie qui ont suivi les décisions du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation, d'une circulaire récente du 4 novembre 2010 que j'ai apportée. Et si je veux faire un jeu de mots, cette circulaire, c'est une sorte de garde à vous. Veiller à respecter le code de procédure pénale, même s'il est inconstitutionnel. Alors, ce qui est intéressant, c'est la motivation. Pour faire simple, c'est au nom de l'égalité de tous. On est en train de nous dire notre procédure est illégale, est inconstitutionnelle, inconventionnelle, mais surtout pour que on n'ait pas ici ou là des applications discriminatoires, parce que certains décideraient de faire intervenir un avocat, d'autres non, selon les besoins ou les possibilités du barreau, selon la disponibilité, le zèle ou non des autorités de police. Donc pour respecter cette égalité, surtout, ne changeons rien. C'est assez curieux. D'autres démocraties condamnées ont pu réagir beaucoup plus vite. Alors, il faut comprendre, parce que changer la machine judiciaire d'un trait de plume et en un temps donné, c'était pas possible. Donc voilà. Pour ce qui est du contrôle par le parquet de ces gardes à vue, je ne suis pas certain. Il va falloir envisager sans doute une réforme, mais une réforme qui n'irait pas forcément jusqu'à décider de l'indépendance du parquet, dans la mesure où le parquet n'est pas totalement désavoué. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le contrôle de la garde à vue intervient le plus souvent en droit commun, c'est-à-dire dans les 48 heures maximum. Donc on ne dépasse pas les 3 ou 4 jours qui sont le délai donné par la Cour européenne des droits de l'homme. D'accord. Et qu'en pensent alors du coup les différents acteurs concernés? Je pense aux avocats, aux magistrats. Alors, les avocats ont été évidemment satisfaits du premier volet de la réforme qui se profile, parce que c'est chaque fois qu'on renforce les droits de la défense, il y a eu des mouvements chez les policiers, et on le comprend. Puisqu'on dit mais voilà l'efficacité de la procédure, comment on va faire si on a des avocats dans les pattes, si je puis dire. Alors les projets en cours de la chancellerie leur ont pendant un temps donné la possibilité d'avoir une audition libre, ce qui est peut-être reproduire de manière officieuse une garde à vue qui finalement est plus embarrassante pour l'autorité judiciaire. Je ne me prononcerai pas parce que les projets sont en cours, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Simplement, il y a eu une réaction intéressante du syndicat de la magistrature à la circulaire du garde des Sceaux. C'était une contre-circulaire, elle est du 21 octobre 2010.
Une contre-circulaire qui précédait un peu celle du 4 novembre 2010, parce qu'on sentait bien que la chancellerie voulait que le droit actuel continue à être appliqué, et dans lesquels le syndicat de la magistrature propose de faire intervenir l'avocat, de notifier dès le début, si c'est possible, le droit au silence, etc. Donc quelque chose d'assez psychodramatique, mais à la française. C'est-à-dire que voilà, on a une nouvelle fois, on est un petit peu bousculé. Je pense que les choses se remettront en place. Notre procès, de toute façon, même si on est dans la phase préparatoire du procès, eh bien, est voué à devenir de plus en plus un procès équitable. Et je crois que les frictions sont ponctuelles, elles passeront, et le droit tel qu'il a été défini, au plus tard au 1er juillet 2011, devrait être à nouveau d'actualité. D'accord. Et du coup, quels sont alors les projets de réforme en cours ? Alors, à l'heure où nous parlons, il y a eu un projet de loi qui a été déposé devant le bureau de l'Assemblée nationale. Il a été voté en commission. Il devrait être discuté le 17 janvier. Alors, par rapport aux avant-projets de loi et différentes propositions que j'évoquais tout à l'heure, il semble qu'on s'oriente vers un contrôle de la garde à vue par le juge des libertés, que l'audition libre serait peut-être supprimée, car elle est polémique, parce que l'on ne va pas recréer de manière officieuse ce que l'on a voulu officiellement abroger. Et le 9 décembre dernier, ce projet a fait l'objet d'amendements gouvernementaux. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le gouvernement veut respecter finalement à minima les différentes injonctions de nos cours régulatrices, puisque il essaye de dire qu'il faudra encore des régimes dérogatoires, tels que ceux que l'on a sur le stupéfiant, le terrorisme, la criminalité organisée, en essayant de les motiver par des circonstances exceptionnelles, ce qui permettra un report de l'intervention de l'avocat. Alors, jusqu'à 24 heures sur autorisation du parquet, jusqu'à 48 heures sur autorisation du juge des libertés. Il y a aussi pour le régime de droit commun la possibilité, là encore, sur autorisation du procureur ou du juge des libertés, d'un report à 12 heures de l'intervention de l'avocat pour pouvoir rendre effective en quelque sorte la recherche de la vérité. Là, c'est difficile de se prononcer, parce que tout ça, ça va évoluer, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que on n'est pas prêt à modifier d'emblée le fonctionnement de la garde à vue, parce que c'est vrai, donner accès au dossier, donner des plus de droits à l'avocat, peut, dans certaines affaires, s'avérer délicat, vraisemblablement. Je parle d'un point de vue policier. Alors, c'est en tout cas dans ce sens qu'on s'engageait les débats, très certainement. D'accord, donc il faut encore attendre un petit peu. Oui, fin janvier, je ne suis même pas sûr qu'on sera fixé. Et puis, quant au contrôle, là encore, sur le parquet, la semaine dernière, les représentants du parquet étaient reçus par le ministre. Ils s'inquiètent du sort de leur statut. Ces choses sont discutées. Donc, c'est pas à l'universitaire d'anticiper et de jouer les devins. Sur ce qui sera décidé. Très bien. Xavier, merci beaucoup pour l'ensemble de ces éclaircissements, qui auront permis à nos auditeurs et internautes de pouvoir mieux appréhender ces questions. Alors, pour celles et ceux qui souhaiteraient en savoir davantage, vous êtes l'auteur, entre autres, d'un ouvrage droit pénal général et également de nombreux articles, notamment des publications en matière de droit pénal général et puis de droit pénal comparé. Oui. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle interview juridique du mois. Et d'ici là, n'oubliez pas de laisser libre cours à votre curiosité.